chers téléspectateurs, le moment est arrivé où nous partageons nos pensées, nos idées avec vous. Bercy est là pour vous faire connaître certaines personnes que vous pensez connaître, mais que vous ne connaissez peut-être pas. Mais je n'en parle pas plus, je vous laisse d'abord découvrir qui est notre invité du jour. C'est parti. Alex Dende, leader et membre fondateur du groupe PNB, Pensée Nègre Brut. Alex, alias Lexus Legal, est une figure emblématique de la scène hip-hop congolaise. Natif de Lodja, il se retrouve pendant l'adolescence dans l'ambiance du rythme musical, par la complicité des cousins et amis, et se lance dans l'aventure. Lexus Legal utilise parfois ses textes et ses mots durs sans complaisance, en dénonçant les mots qui hantent l'Afrique en général et les Congo-Kinshasa, son pays en particulier. La vérité est là pour l'éternité. Meurs jamais comme dommage, je l'avais dit à ma postérité. Natif d'un peuple, survivant téméraire. Plus qu'une prise de conscience, l'idée est que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est pour sortir la mère patrie de cet état de fait. Il prend donc ses armes, c'est-à-dire ses mots, pour partir en guerre contre l'ignorance, l'inconscience et l'amnésie qui caractérisent certains dirigeants, et puis proposer sa vision du monde. Il ne mâche pas de mots pour extérioriser ses frustrations. Toutes les raisons d'espérer doivent être préservées et défendues. Lexus Legal garde espoir. Michel, Marie-Laure et Yaoné, dans le Chamberlain. Eh bien, les portraits ont été suivis. Je crois que tout le monde a compris de qui il s'agit. Il s'agit bel et bien de M. Alex Dende, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et que nous appelons Lexus Legal. Voilà. D'accord. Nous commençons par le tout début. Vous êtes arrivé ici à Kinshasa. Vous avez quitté Lodja pour Kinshasa. Et c'est à cette époque-là que vous avez commencé la musique, ou bien vous étiez venu avec un autre but? Bonsoir à tous les téléspectateurs d'abord. Et puis voilà, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir un tout petit peu parler un peu de moi là. C'est nous qui vous remercions. Voilà, donc il faut déjà d'entrée des jeux dire que moi je suis pas venu forcément à Kinshasa pour venir faire de la musique, c'est clair. J'ai toujours été à Kinshasa entre deux avions, et même à l'époque j'ai gagné des billets de l'ancienne compagnie Cibé Zahir, tellement je prenais trop de vols tout seul, que ce soit en sous-vêtements machin. Mais c'est un concours des circonstances, c'est-à-dire vraiment l'objectif clé était déjà parce que mes parents étaient ici, et j'avais d'autres parents aussi à Lodja, je vais dire des grands-mères, des ceci, là. Et ici c'était vraiment plus pour les études, j'ai pas non plus loupé cet objectif-là. Donc on est allé le plus loin qu'on pouvait aller, mais entre-temps l'homme se développe aussi, donc voilà, entre plusieurs croisements on a fini par devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Oui, mais comment avez-vous saisi cette opportunité-là de pouvoir faire la musique? Il faut dire que moi depuis très petit, tout petit, j'étais déjà dans la musique d'une certaine manière, mais on va pas faire un peu comme tous les artistes nous expliquent. Non, moi quand j'ai dit j'étais dans la musique, c'est pas que j'étais musicien, non, c'est après dans mon village, entre Lodja, qui est la zone, mais je parle plus de Nambelo, on a ce qu'on appelle le matumba les soirs, c'est-à-dire on tapait au tam-tam et les gens tournaient autour du feu et vous chantez, les tantes, les cousines, les sœurs, les oncles, les neveux, tout ça. C'est ça. Et moi j'étais dans cette ambiance aussi loin que mes souvenirs remontent, c'est-à-dire à 4 ans, 5 ans, je me rappelle, ça se faisait. Et mon grand-père m'avait déjà offert un petit djembé à l'époque, c'était une espèce de petite tam-tam comme ça, que j'ai tapé et que j'ai chanté. Donc je veux dire que dans le bain musical, j'ai écouté, et puis je ne vois pas comment tu peux naître en Afrique, en plus au village, sans réellement côtoyer le son, les voix des gens en train de chanter, parce que chez nous tout est chanté, pleurer c'est chanter, faire la fête c'est chanter, donc c'est voilà, j'ai toujours été dans cette ambiance-là. Et venir à Kinshasa, bien sûr, ça a été une autre expérience, je veux dire, parce que partir d'une musique qu'on dit entre guillemets folklorique, c'est-à-dire la musique de chez moi, c'est ma vraie musique. À Lodja, j'avais des cousins qui venaient en vacances souvent des Mbujima et des Kananga, qui eux déjà à cette époque, moi j'étais plus petit, j'avais genre 7 ans, 6 ans, 7 ans, ils faisaient déjà du Smurf, ils dansaient du Smurf, tu vois. Et ici, à chaque fois que je venais en vacances ou tout simplement pour passer une semaine, je suis tombé sur tout plein de gars qui, à la longue, sont devenus mes amis, malgré les clichés des Mbokatiers, comme on le dit, danser. Déjà, le chicken, du Smurf, des choses comme ça, et à l'école aussi.
je suis tombé sur pas mal des potes qui dansaient déjà, qui s'essayaient un peu. Donc ça a été tout naturellement. Je me suis mis dans ça un peu naturellement, quoi. Voilà. Et à ce tout début là, est-ce que vous aviez quand même des gens qui vous encourageaient, tout votre entourage vous encourageait à faire cela? Non. C'est-à-dire que vaut mieux rester un tout petit peu sérieux. Il faut le remettre dans le contexte. Danser à cette époque-là, en plus danser un peu la musique entre guillemets dite internationale, était considéré comme un petit loisir, comme aller jouer au football, quoi. C'est pour nous, les parents, ils n'ont pas forcément besoin de t'encourager pour ça. Tu les fais dans tes heures perdues. Les parents déjà à l'époque, aussi comme aujourd'hui, étaient perdus dans leurs responsabilités. Si sérieux, quoi. Non, ça n'a jamais été sérieux au départ. La preuve, c'était la danse, quoi. C'est-à-dire, tout comme aujourd'hui, tu as plein de gens qui dansent. Au départ, peu importe les ambitions que tu as, mais c'est d'abord les études, c'est d'abord l'école. Et pendant les heures où tu n'es pas en classe, où tu n'es pas en train de reviser, donc à l'époque, c'était tout simplement du pur loisir, quoi. Ça a toujours été ça au début. Je me suis jamais caché de ça. Et c'est à quelle époque que vous êtes vraiment mis dans la danse? Non, je m'étais réellement déjà mis dans la danse parce qu'on faisait des concours, tout ça, mais on n'avait pas des ambitions parce que de toutes les façons, les aînés qui étaient là bien avant nous, que ce soit les Fatima, le grand Fatima, pas forcément le Fatima Seiya, que ce soit Bebson de la rue avec Nous sommes courageux, que ce soit des golf clubs, que ce soit le Don't Touch ou ceci, Jules Bader, voilà, vraiment hommage parce que c'est probablement l'un des plus anciens que je connaisse. N'avaient jamais abouti dans quelque chose de très sérieux ou de construit, c'est-à-dire ils ont dansé, et puis à un moment donné ils sont passés à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc on n'avait pas de modèle comme tel. Ça, oui. Le seul modèle qu'on avait, c'est des chansons américaines, des choses que l'on voyait, tout le côté un peu rêve qu'ils nous vendent dans leurs clips et qu'on ne savait même pas faire le distinguo. Donc on se disait, on dansait déjà pour nous, c'était un peu comme la gymnastique. Quand tu tapes un peu de succès, tu as la vue de gens, les gens commencent à te regarder un peu. Mais bon, voilà, pas plus d'ambition que ça, quoi. C'est ça. Vous qui vous y connaissez un peu plus, pouvez nous expliquer, nous parler du hip-hop. C'est quoi en fait? Bon, en gros, pour ne pas rentrer, parce qu'il y a plusieurs définitions, mais pour ne pas rentrer, j'ai toujours essayé de faire visualiser aux profanes un peu ce que c'est. Le hip-hop, c'est déjà une culture aujourd'hui qui est mondiale. La preuve, tu as à peu près tous les pays du monde, excepté quelques pays vraiment extrêmement fascistes, mais même chez le plus fou, même en Libye, tu as des rappeurs, tu as partout. Le hip-hop, c'est une culture, d'accord? Donc, je te donne un exemple, tu prends une maison, une grande maison, et tu mets tous ces gens à l'intérieur, et tu as des chambres dans la maison, d'accord? Et chaque chambre représente une espèce de discipline, appelons ça comme ça. Donc tu as par exemple le rap, qui est une chambre dans le hip-hop. Tu as le DJing, qui est une chambre dans le hip-hop. Aujourd'hui, tu fais des extensions aussi dans la danse, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui boudent, mais en fait, il y a des danses qui sont vraiment de la rue, qui viennent vraiment, dont on sent réellement que les acteurs, vraiment les artistes hip-hop sont à la base, quoique c'est des symbioses. Et puis voilà, tu as tout ça. Et aujourd'hui, on peut faire des extensions aussi à la mode. Donc vraiment, c'est une culture qui est aujourd'hui mondiale, qui n'est plus qu'une culture américaine au départ, comme elle était partie. Aujourd'hui, ça a beaucoup avancé, quoi. Donc voilà, et elle est arrivée au Congo vers les années 80, comme on l'a toujours dit, plus par les gosses des riches. Tu vois, la preuve, tu as un tout petit peu le soutien que Fatima a pu bénéficier. Bien sûr qu'ils ont toujours travaillé, c'était des artistes, mais ils ont bénéficié de cette aura-là, vraiment de l'ensemble de jeunes des Gombe, tous ceux qui s'estimaient avoir un peu de moyens pour pouvoir faire avancer les choses. Ils les ont beaucoup aidés. Leur talent faisant, ils ont avancé, mais partout dans le monde, c'est d'abord une culture des pauvres, de ceux qui n'ont pas, des déshérités, des gens qui se sentent marginalisés, qui vont au front, quoi. Voilà. À quelle époque vous vous êtes vraiment rendu compte que c'était une vocation, c'était ça, ce qu'il devait faire? J'ai écrit mon premier texte, j'étais en 3e, donc je devais avoir quelque chose comme 12 ans, son 3e des humanités, 12 ans maximum. Et ma rencontre avec Bebson de la rue a changé beaucoup. On s'est d'abord vu pour danser, et à la fin, on a tous avancé dans le rap, parce qu'on a tous arrêté la danse dans un grand concours à la salle du zoo, où on s'est tous fait manger de l'argent, parce qu'en gros, te dire qu'avant des concours de danse, faisaient beaucoup plus des gens qu'actuellement. Et ces jours-là, j'ai eu l'impression que tout le monde avait pris la décision de commencer à faire la musique, parce qu'il y avait un grand clip qui passait à la télévision d'un groupe ivoirien qui s'appelait RAS. Ils faisaient une chanson qui s'appelait Agnagna. Ils avaient eu beaucoup de succès jusqu'ici.
Et nous, ayant vu que des Ivoiriens ont pu le faire, ils en ont fait jusqu'à un clip, donc on était capable de le faire. Donc beaucoup de gens se sont mis à écrire des textes, mais il y avait des gens qui le faisaient déjà avant, mais c'était pas très sérieux, quoi. Il est temps de quitter la piste pour la chambre, il est tard. Surtout n'oublie pas de prendre une douche avant de te mettre sous les draps. Plus tôt tu dormiras, plus tôt tu te réveilleras. Plus profond sera le sommeil, meilleur sera le réveil. Je sais que tu voudrais faire la fête toute la nuit avec tous tes amis. Impossible, il faut que t'ailles au lit, tu connais le refrain. Cobalt, on rigole dans le cannabis, c'est blanc de coca, c'est bizarre, on reste embauché. La vie nous a trop gâté à son avis, on est trop gâté, on nous envie, ça connaît plus, comment ça se fait qu'on reste embauché. On habite dans le diamant, Cobalt, on rigole dans le cannabis, c'est blanc de coca, c'est bizarre, on reste embauché. DJ Malik, tout la merde, DJ Soul, tout la merde. Ah oui, c'est bien compris. Et souvent dans vos chansons, vous évoquez beaucoup plus la vie courante, tout ce qui se passe dans notre société. Est-ce que c'est tout simplement pour conscientiser les dirigeants de nos pays africains ou c'est pourquoi? Mais ouais, c'est bien de relever ces faits. Mais je crois en fait que nos dirigeants sont suffisamment conscients en fait. Ils savent ce qu'ils font. C'est pas des enfants, c'est des gens qui sont au courant de la situation mondiale, c'est des gens qui ont beaucoup de conseillers. Moi, j'ai pas besoin de conscientiser cette élite-là. J'ai besoin de conscientiser le mien, le peuple, qui ne sait pas pourquoi, par exemple, il se retrouve dans cette misère, qui ne comprend pas cette espèce d'adéquation entre de matières premières et la pauvreté qu'ils ont, qui ne font pas forcément le lien de la guerre qui leur a été imposée avec les matières premières qu'ils ont, que leur pays regorge. Voilà, je vais dire, ça va dans tous les sens, quoi. Ça peut être aussi que le peuple lui-même ne fasse pas le lien entre la malaria et les immondices qu'il jette devant sa porte ou dans le caniveau qui est juste en face de chez lui. Ça, c'est les histoires des santé publique, mais voilà, je suis à fond dans ce genre de choses. Ouais. Mais c'est le peuple plus que le gens du pouvoir, quoi. L'artiste doit être le miroir d'une nation. L'artiste ne doit pas être décalé par rapport à la situation de son pays. Je parle d'un genre d'artiste, tu vois, c'est important, surtout les modèles que moi je poursuis, les gens que j'idéalise, j'estime que c'est des gens qui ont toujours été en phase avec l'actualité de leur pays. C'est important à un moment de dire un certain nombre de choses. J'ai un certain nombre d'objectifs et voilà, quand ces objectifs sont atteints ou quand le 3/4 de ces objectifs sont atteints, je suis content. Je n'estime pas être un artiste populaire parce que je ne joue pas dans les instincts qui permettent qu'un artiste devienne populaire. Tu sais, j'ai fait le choix de ne pas faire danser le hanche. Et chaque fois vous pensez atteindre ces objectifs. Excusez-moi, j'ai fait un choix difficile de ne pas vouloir faire danser le hanche, mais faire danser le cerveau. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui, ni en plus, tu vois, c'est dans le rap. Voilà, donc j'ai choisi délibérément de ne pas faire en sorte. Je me dis qu'il y a déjà beaucoup d'artistes qui savent très bien le faire au Congo. Faire danser le hanche et les corps, tout ça. Je me suis dit, voilà une partie dont on ne s'occupe pas beaucoup, le cerveau, c'est-à-dire faire réfléchir, donner la matière au cerveau, éveiller les consciences, éveiller le cerveau. Voilà, donc parmi mes objectifs, il y a ça. Donc dès le moment où j'ai l'impression, là vous avez vu, on a fait probablement l'une des plus grosses tournées qu'un artiste au Congo et en Afrique a pu avoir. On a eu un certain nombre de prix grâce à cet album, mais ça c'est pas dans l'objectif, mais c'est surtout que ça suscite le débat dans la société. C'est vraiment l'objectif clé. Mais est-ce que vous pensez atteindre vraiment une grande partie de la population congolaise quand vous cherchez beaucoup plus à faire fonctionner les cerveaux
de la population congolaise, puisque tout le monde n'a pas le même niveau. Voilà, on m'a toujours dit ça, les gens ont toujours dit ça, mais en fait l'objectif n'est pas de faire en sorte que 90% des Congolais puissent écouter ce que je suis en train de faire. Et puis l'idée n'est pas non plus... je m'aligne en faux contre les gens qui disent tout le monde n'a pas le même niveau. Ne conscientise pas les gens qui connaissent. Sinon, la preuve, mais regarde ce qui se passe. Je sais que c'est des amalgames, mais prends la Bible. Tu as autant des gens qui vont à l'école, qui savent très bien lire, mais pourquoi ils grossissent les rangs des églises alors qu'ils savent très bien qu'ils peuvent aussi le lire chez eux? Parce qu'à chaque fois que tu changes d'église, tu auras une interprétation différente du même verset. Parce que ça dépend de la personne qui est en train de lire. Pourquoi ils vont toujours... Bon, ça, c'est vraiment l'inverse de ce que j'allais te dire. J'allais dire que dès qu'un groupe d'individus, dès qu'un certain nombre savent qui est l'excuse, savent quel est son travail, mais non, je fais confiance à vous aussi les journalistes, c'est le travail qui est fait avec pas mal de médias, pas mal de régisseurs, de diffusés, martelés, que ça suscite les débats. Parce que vous savez, quand vous voulez faire une révolution, en plus une révolution qui est mentale, tu n'embarques pas tout le monde. Tu sais très bien que tu n'embarques pas tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours... c'est comme si qui t'a créé une élite. Mais il y a des choses aussi, il y a des chansons qui s'adressent réellement à tout le monde, il y a des sensibilisations qui s'adressent à tout le monde. Tu sais, moi, faire cet album-là, ça ne m'empêchait pas de faire, par exemple, la campagne Tosolo la Sida, ou travailler aujourd'hui avec la malaria, tout ça. Ce sont des choses qui, moi, ça me prend. C'est-à-dire que si on n'a pas écouté mon discours en termes d'une révolution mentale, on peut l'écouter tout simplement le jour où je parle aussi simplement d'écurer les caniveaux, et en fait, l'État ne sera pas obligé de venir enlever toute la saleté que tu jettes dans des caniveaux. Voilà, donc moi, je n'ai pas l'ambition de dire que tous les Congos me comprennent. Mais voilà, si une bonne partie comprend un tout petit peu la démarche, et les choses que j'ai dit ne sont pas des choses qui sont sorcières, c'est des choses qui sont très bien connues, les gens savent. La seule différence, c'est qu'il y a d'autres niveaux qu'il faut juste leur demander à se poser des questions. Ils n'ont peut-être pas des réponses, mais dès le moment où tu peux susciter le débat pour qu'ils se posent des questions, de savoir pourquoi il y a autant de matières premières, autant de richesses, pourquoi autant de guerres, pourquoi autant de rage à pouvoir éradiquer la vie humaine, et pourquoi, et leurs conditions sociales, tout ça. Quand tu pousses les gens à réfléchir, ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà gagné. Moi, je peux les dire dans une chanson, toi tu la réponds, tu sais, mes chansons ont fait l'objet de titres des émissions, des débats dans des universités. C'est déjà beaucoup pour moi, sachant que je les écris dans une rue ou dans une chambre ou en train de me laver et que ça suscite autant de débats, moi c'est déjà quelque chose. Si 2 ou 3 Congolais déjà arrivent à comprendre un peu la logique de Lexus, ils se disent un certain nombre de choses, et si eux ils peuvent porter le message et le dire aux autres, c'est déjà ça. Oui, c'est une bonne chose. Est-ce que pendant votre carrière, du début jusqu'à ce moment, avez-vous passé des moments aussi sombres où vous vous êtes dit vraiment j'arrête, je ne continue plus? Je vais quand même te dire quelque chose aussi fou que cela paraît. Je crois que le public n'aime que les histoires qui réussissent. Moi, je me suis promis de ne presque jamais pleurer à la télévision, ni de venir chercher un producteur à la télé. Beaucoup de gens me disent que c'est de l'orgueil. Les gens confondent l'orgueil et la fierté. Quand j'ai choisi de faire ce métier, alors que j'ai plusieurs autres options, des choses que je peux faire, c'est-à-dire que moi, je suis fier et heureux de dire que si je ne fais plus la musique, je peux aussi faire autre chose pour mon peuple, pour ma nation. Je ne fais pas partie de ces musiciens qui disent ah, les musiques, moi je ne suis pas comme ça. Je sais faire du management, je sais m'humilier ou tout simplement me rabaisser pour faire qu'un autre artiste puisse être devant. Aujourd'hui, j'apprends le ficelle de la production, je le connais déjà un peu, j'organise des événements culturels. J'ai plusieurs autres choses à faire, même autour de la musique que j'aime, avec les artistes que j'aime, qui ne me mettent pas en avant. Donc des moments difficiles, c'est tous les jours. Mais quand j'ai choisi ces métiers, c'est pas pour me dire que ça va être facile. Donc je considère ces moments-là comme étant partie intégrante de ce qu'on appelle ces métiers, le risque du métier. Donc si du coup je viens, tout le monde connaît que c'est dur. Tout le monde sait que l'argent est difficile à trouver, le producteur sont difficiles à avoir, tout le monde connaît. Pourquoi ça ne m'intéresse pas de refaire le même discours. Il n'est jamais arrivé que vous vous disiez que je vais laisser tomber. Mais je me le dis presque tous les jours. Mais seulement quand je me réveille, je me dis il y a tellement encore des choses à dire. Et surtout, c'est dont j'ai commencé à dire depuis mon premier album solo jusqu'à présent. Les solutions n'y sont presque pas. Donc ne me demandez pas d'échanger les thèmes alors que le mal est en train d'être commis sur le même terme. Donc en ce qui me concerne moi, tant que j'aurai la voix, tant que j'aurai l'énergie de pouvoir en parler, j'en parlerai parce que pour moi c'est de la politique.
Moi, je ne fais pas que la musique comme ça. Non, moi, j'ai toujours assumé mon côté politique. J'ai toujours assumé mon côté... je vais dire, là, je suis en train de m'armer mentalement. J'accumule mes expériences et j'essaie de montrer ce que je sais faire dans la musique et dans l'organisation. J'essaie de gérer mon association avec mes gars, mon label, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'un jour, j'aspire à avoir beaucoup plus de responsabilités dans ce pays. J'ai jamais caché cela. Oui, merci beaucoup. Ok, vous avez eu à réaliser certains titres avec d'autres musiciennes, avec Monique Tendai, avec Killa, et aujourd'hui, vous avez fait un album. Vous vous focalisez beaucoup plus sur des enfants. Vous avez fait un album avec... Cinquième doigt. Ça s'appelle. Cinquième doigt. Vous avez eu même un titre avec Innocent Baloumé. Et pourquoi vous changez des caps ou comment? Non, je suis toujours dans ma droite ligne. On ne devient pas ce qu'on devient sans passer par l'enfant. Et cinquième doigt, ça veut dire quoi? Cinquième doigt, c'est le plus petit de la famille. C'est de la métaphore. C'est juste montrer que voilà, c'est le plus petit, c'est celui dont on doit vraiment prendre soin. Parce que de son équilibre dépend tout le reste de ça. On a vu que tous les dictateurs, quand tu rentres à l'intérieur, tu trouves toujours le vice de procédure ou de forme dans l'éducation. On a vu que les voleurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on devient dans l'adulte, en fait, c'est dans cette période d'enfance dont on a du mal à encadrer, que tout s'est défini. Aujourd'hui, regarde, toutes les musiciens qui devaient être le miroir de la société, le sont. La société congolaise qui était, parce qu'aujourd'hui je me donne bon espoir que ça va aller, qui est en pleine désintégration, les musiciens ont fait pareil. Ils nous ont chanté ce que nous les adultes on considère comme bon dans nos oreilles, parce que quand on s'enferme dans la chambre, on a envie d'écouter toutes ces conneries. En fait, on a totalement délaissé notre responsabilité auprès des enfants qui, eux, ne sont pas encore prêts à écouter toutes les chansons que nous, adultes, nous débutons. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis tout simplement que ça nous regarde, nous. Mais écoute, depuis plus de 20 ans, tu n'as plus de chansons pour enfants, réellement faites par des adultes et qui ont toujours fait des chansons pour adultes. Donc, à un moment donné, il fallait qu'il y ait des gens, qu'il y ait une personne qui s'élève, qui se dise « Ok, on s'est soucié encore de l'éducation de nos mômes, on s'est soucié encore de leur santé mentale. Les parents doivent, s'ils veulent, monter dans leur chambre ou aller dans une boîte de nuit pour écouter tout ce qu'ils veulent écouter parce qu'ils ont le cerveau suffisamment équilibré pour pouvoir distinguer le bien du mauvais. Les enfants doivent aussi avoir leur chanson. Plus le cerveau des enfants que des adultes. Je me suis toujours occupé de l'humain et l'enfant fait partie de l'humain. Je me suis toujours battu pour ses sociales. Donc aujourd'hui, ça ne doit choquer personne. Quand on organise des ateliers avec les artistes contre la violence faite à la femme, ça va droit dans mon cahier des charges. Donc c'est que j'ai toujours considéré que c'est normal. Je ne me mets pas à chanter à longueur de journée combien la femme elle est belle, combien elle a de beau, elle a un postérieur qui tue ou la peau ou ceci. Je ne me mets pas à chanter ça. Je me dis, mais c'est pas mauvais non plus parce que si c'est dit d'une manière poétique, ça peut donner quelque chose de bien. Moi je dis à la femme, écoute, en réalité, c'est lui qui t'aurait dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est la même personne qui se met en salaud sartrienne parce qu'il dit éduquer une femme dont on te considère toujours comme un enfant, va à l'école comme tout le monde, donne-toi les moyens de pouvoir être à l'école, va dans la politique où se trouvent les choses parce que tout ce que tu vas faire va être régi par la politique, fais ton agriculture, étudie, sois maman maraîchère, comprends la comptabilité pour pouvoir avancer. Il n'y a que de cette manière-là que tu vas stopper la violence qui est faite à ton égard. Parce que l'homme, peu importe sa bonne volonté, parce que là on est pendant le mois de la femme et on dit tout et n'importe quoi, avec des conneries qu'on nous impose, avec des femmes en pagne, comme si il suffisait de mettre le pagne le 8 mars pour que ça change quoi que ce soit. En réalité, ils savent très bien que ça ne marche pas comme ça. Donc, moi, quand je chante pour les enfants, pour revenir dans ce qu'on était en train de parler, ceci va dans la droite ligne de mon engagement. Ça me met en accord avec moi-même. C'est bien aussi un moment d'assumer d'être un artiste et de faire partie du camp de bien. Tout simplement. À un moment, il faut encourager les valeurs positives. On ne va pas tous faire comme si on dit non, comme ce monde est tellement brut. Non, à un moment donné, nous tous, on a nos péchés. Moi en premier. Nous tous, on aime tout ce qui est vice là, tout ce qui est mauvais. Nous tous, on aime ça. Mais rien ne nous a franchi la charge de faire aussi des choses bien pour la société. Quitte à ce que moi je ne sois pas ça, mais il faut encourager le bien. Donc deux fois je me dis, voilà, je m'étais dit, moi-même j'ai un enfant qui a cet âge-là, je vais faire un album
pour les enfants qui ont jusqu'à 9 ans, 10 ans maximum. On a fait cet album avec Monsieur Goubal, avec Monsieur Innocent Baloumé, Monsieur Oliver Mann, Monsieur Café Dodo, Monsieur Barli Barouti, Monsieur Madouki Bambé, et je suis extrêmement content. L'album qui, Inch'Allah, pourra sortir avant la fin de ce mois ou carrément le mois d'avril, parce que je dépends de compagnies qui sont en train de faire le transit entre Paris et ici, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Vous êtes encore jeune et vous avez beaucoup d'ambitions que vous avez déjà réalisées et d'autres non, et plusieurs projets. Vous pensez l'évaluer à combien de pourcents? En termes de réussite, d'essais que j'ai déjà fait ou les projets que j'ai déjà fait en termes de réalisation? Ouais. Oh, c'est tellement dur parce que de toutes les façons, on n'écrit pas forcément ces 100% de projets. Oui. Et puis on arrête d'avoir de l'ambition réellement que quand on s'est dit qu'on meurt demain, mais même quand on meurt demain, on s'est dit tiens, on a toujours un testament qu'on n'a pas encore écrit. Je ne sais pas te quantifier en termes de pourcentage ce que j'ai déjà réalisé parce qu'en fait je ne connais même pas l'étendue de tout ce que j'ai dans ma tête que j'ai envie de faire. Mais ce qui est vrai que j'en ai déjà fait un certain nombre, j'en ai réalisé un certain nombre et j'en ai tiré une satisfaction aussi d'un certain nombre. Quoique c'est des bilans, donc tu as aussi des résultats qui sont mitigés, d'autres qui sont négatifs, d'autres qui sont positifs. Mais ces résultats, comme vous connaissez la meilleure phrase actuellement ou il y a quelques temps, ces résultats ne sont pas des natures, d'accord, à changer le cours des choses ou des ambitions que j'ai. Tout ça m'ont permis de me fortifier pour me donner les armes. À chaque fois qu'on organise des choses, ça me donne les armes de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir affronter ou de mettre en exécution d'autres projets que j'ai. Alors, si je vous disais que vous êtes mon meilleur musicien et que vous êtes unique à votre genre et que je vous donnais une coupe pour cela, à qui vous devrez cela? Déjà, ça serait... Donc, à qui dédierez-vous cela? Déjà, ça serait trop pour moi. Mais déjà, sachez que le fait que vous me donnez votre émission, votre plateau, cette grande chaîne de Congo Web, que je puisse passer et parler de moi le peu que j'ai pu parler, c'est tellement dur. C'est déjà beaucoup. Mais après, si vous me donnez quelque chose en me disant vous êtes mon meilleur musicien, à qui je vais réellement... Mais je le dois tellement à beaucoup de gens. Je le dois déjà aux artistes eux-mêmes parce que je me suis tellement inspiré des gens. Je le dois à mon peuple parce que son courage héroïque m'a toujours inspiré. Je le dois à mon petit public parce qu'ils ont toujours poussé en disant voilà, là tu dis des choses vraies, n'ayez pas peur. Et voilà, je le dois. Les gens voudraient, je crois que la préséance voudrait qu'on dise je le dois d'abord à Dieu. Mais j'estime que moi j'ai su d'une autre pensée. J'estime que Dieu a déjà mis le cadre pour que tu fasses des choses. Donc tu ne le dois pas forcément grand-chose parce que ce qu'il a fait, c'est pour que toi tu exécutes à condition de comprendre un tout petit peu sa volonté. Donc voilà, je crois que je le devrais à ces corps de métier ou à tous ces gens qui ont toujours aimé, qui nous ont toujours soutenus, à tous ces gens qui sont avides de voir la jeunesse africaine prendre un certain nombre de choses en main. Je le devrais au courage de Lumumba, tout simplement parce que ça a été parmi les premiers à avoir dit non à cette forme d'oppression qui est mentale, cette aliénation dont nous tous nous faisons. Malgré notre volonté de pouvoir nous en sortir, on trouve que le système est beaucoup plus fort et bien établi. Donc on le devra à Steve Biko, on le devra à Thomas Sankara, on le devra aux grands hommes, aux pères fondateurs africains qui ont donné le meilleur d'eux pour qu'on soit. Et voilà, on le devra aussi à nos ancêtres, tout simplement, à tous ceux qui se sont battus contre le colon dont on n'a pas le nom parce qu'on n'a pas encore suffisamment écrit notre propre histoire pour avoir le nom de nos vaillants guerriers. À tout cela, je le dois à tous ces gens. Donc je sais que ça fait trop, mais en réalité... je crois que c'est Sartre qui l'a dit, je suis quelqu'un parmi les autres et j'ai le tout des autres en moi. Bon, il est dit d'une certaine manière, mais voilà, je le transforme comme ça. Oui, merci beaucoup. Alors, je sais que vous n'êtes pas politicien et qu'il y a un adage qui dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Très bien. Si on vous plaçait aujourd'hui à la tête de ce pays, qu'est-ce que vous allez redresser en premier? Je ne cherche même pas à ce qu'on me place. Parce que non, mais non, c'est un exemple. Je sais, mais c'est important pour moi, vu que peut-être que cette émission un jour sera utilisée après 20 ans et je serai probablement en train peut-être de demander le suffrage universel pour devenir président de la République. Donc je préfère rester très conscient dans ce que je suis en train de dire. Si on vous place président de ces pays, qu'est-ce que vous allez faire? C'est la même chose, ce sont des charges, ça dépend de la forme de l'État et la forme de la Constitution, donc ça dépend si c'est un régime parlementaire ou présidentiel ou semi, donc c'est des postes à responsabilité. Non,
si moi, parce qu'on ne va pas venir me chercher à la maison pour me ramener, sachez-le, que le jour où cela arrivera, c'est qu'en réalité, j'aurai déjà un plan, un projet de société bien établi que je présenterai à mon peuple, que je présenterai aux Congolais. Et les Congolais, s'ils disent que j'ai le meilleur projet et j'ai le meilleur profil, ils vont me placer. Et à ces moments-là, dans ces projets de société, il y aura des priorités que le peuple va juger que je suis en face avec. Donc pour l'instant, n'ayant pas écrit ces projets de société, n'ayant pas fait un travail en profondeur d'extirper où se trouvent les mâles, sachant que tout est ici prioritaire, je ne peux pas te répondre comme ça parce que j'aurais l'air irresponsable. Alors, nous vous remercions alors pour votre franchise. Alors, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine. Vous avez quand même des projets. Quels sont vos projets à venir? Ah ben c'est ça, c'est-à-dire que si je dis mes projets à venir, peut-être qu'en même temps on pourrait me prendre, mais s'il y a un projet qui est immédiat, c'est la sortie de cet album et sa vulgarisation, et je vais me donner à 100%. Les gens savent que je me donne toujours à 100% quand je fais quelque chose. J'assume totalement d'avoir dit tout ce que j'ai dit dans cet album. Je suis super content d'avoir enregistré avec plus de 20 écoles de Kinshasa, plein de gamins dans mon album, c'est-à-dire de la première chanson à la 11e. J'assume totalement. Je sais que beaucoup de gens m'ont déjà défoncé. Non, ça ressemble pas à Lexus qu'on connaît, machin. Mais qui savent que ça aussi c'est une autre forme de combat. Mais tout simplement que c'est à eux, c'est à ces gens-là qui sont en train de mes détracteurs, bien sûr, parce qu'il faudrait qu'il y en ait, je ne peux pas plaire à tout le monde, leur dire qu'en fait c'est aussi une autre forme de combat, et je suis heureux et fier de l'avoir fait, parce que très peu de gens ont peut-être l'idée de pouvoir le faire, mais faute de moyens, faute de ceci. Donc moi, ayant eu le moyen, ayant eu l'inspiration, ayant eu l'encadrement, ayant eu les conseils, ayant eu l'apport de beaucoup de personnes, des institutions, je suis extrêmement content d'avoir fait ces projets. Et si je peux dire, c'est le projet le plus immédiat que je vais devoir exécuter. Parce que le festival, on l'a déjà fait. Donc là, on est plus dans des bilans et des ceci. Mais le projet immédiat, c'est la sortie de l'album. Tout le reste, c'est des choses qu'on ne dit pas. Les gens ont tendance à... Voilà. Ça va. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous pouvez nous donner une conclusion en dialecte ou en lingala? N'importe quelle langue. Bande konyoso botali biso na sepeli mingi botali biso toyaki epa na bino. Bien sûr que topesi bino ka bonjour parce que tozwaki temps ya kotoke même pas tokoti wana eza la magie à télévision. Donc napesi bino merci et que ba zone d'ombre mosusu tozwi temps kolobela mingi te sur vinanga eza tout simplement eza émission à télévision eza na temps nanga mokuse. Donc napesi bino merci mingi et puis album Ezoya, j'espère que Boyambango, surtout bino ba parents pour na ban parce que ngai bana na yebi ke ba otal mais bino sko ba parents parce que bino de bosa ba décideur bino de bosa la effort nyonso pour na rozo la bana dossier de Ezoya à 5e doigt. Voilà, merci. En tout cas, merci. Je vous remercie aussi, très chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. Je remercie lui-même d'abord Gabriel Chabani qui a donné cette opportunité afin que nous puissions vous transmettre ces messages, ces connaissances. Et je remercie mon équipe technique, Claude Zimongo, Yannick Kayeye, je remercie Kim Boulungu et toute l'équipe de CD Productions et tout le monde, tous les agents des Congo. Je n'oublie pas Grégoire Kachalé, le directeur général de CD Productions. Merci à tout le monde. Au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.